au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Stéphane Séjourné. Bonjour. Bonjour. Alors dans le contexte de cette guerre barbare de Poutine en Ukraine qui martyrise, assassine, persécute un peuple et fragilise l'économie mondiale, une question est désormais au centre du débat et des polémiques ici en France. Comment les Français vont-ils passer l'hiver ? Y aura-t-il des délestages ? Et avec quelles conséquences pour notre vie quotidienne ? Et puis, autre sujet, que faut-il attendre du projet de réforme des retraites qu'Elisabeth Borne doit annoncer jeudi prochain ? Que répondez-vous aux regrets, aux critiques et à la mise en garde de François Bayrou qui considère aujourd'hui dans le JDD que les Français n'ont pas été informés ? Au-delà, faut-il redouter une rentrée de tous les dangers en janvier avec d'un côté les conséquences d'éventuelles coupures d'électricité, de l'autre un mouvement social annoncé contre la réforme des retraites ? Mais pour commencer, Stéphane Séjourné, la Coupe du Monde. Comment vivez-vous cette qualification de la France pour les demi-finales ? D'abord, on a tous suivi le match hier et puis il faut féliciter nos joueurs. Donc pas de boycott, hein. Alors, vous savez, on a vécu pas mal de phases dans cette Coupe du Monde. D'abord, il y a eu une espèce d'hypocrisie 2 mois avant la Coupe du Monde avec un certain nombre de personnels politiques qui ont expliqué qu'il fallait que les supporters boycottent, que les joueurs soient culpabilisés. Et puis, je pense notamment à Anne Hidalgo et la maire de Lille qui ont joué un petit peu sur cette corde. On a assisté au championnat du monde de l'hypocrisie. Alors, sur cette le question. championnat du monde de l'hypocrisie et le match d'hier. Le match d'hier. Et la suite. Et la suite. J'espère évidemment qu'on franchira les 2 prochaines étapes. Et les 2 prochaines étapes sont cruciales. En tout cas, on a vu une équipe de France qui a su être lucide et une équipe de France qui a réussi à inverser un petit peu une domination à un moment donné des Anglais. On a eu peur. Mais en tout cas, la victoire est là et c'est le plus important, je pense. Alors, match France-Maroc, mercredi, en demi-finale. Alain Finkielkraut, on attend le pire, il l'a dit ce matin sur Europe 1, notamment dans les villes de France, en se basant sur ce qui s'est passé hier, notamment à Paris, avec des incidents avec la police et la présence de drapeaux palestiniens parmi les supporters franco-marocains. Est-ce que vous aussi, vous redoutez le pire dans les rues de cette demi-finale France-Maroc ? Est-ce que vous redoutez une éventuelle instrumentalisation de ce match ? Ouais, moi je vois déjà les débats sur CNews, sur ces chaînes-là. Pendant une semaine, on va nous expliquer qu'il va y avoir de la conflictualité. Écoutez, c'est du sport. Dans le sport, il y a du patriotisme et c'est bien normal, puisqu'on défend notre équipe nationale. On a des communautés marocaines qui sont importantes en France. Moi, j'espère que les choses vont bien se passer. Et si on commence à expliquer de toute façon, par définition, que ça va mal se passer, je pense qu'on est dans une espèce de fuite en avant et c'est autoréalisateur. Donc moi, je vous dis les choses. Je pense qu'il faut apaiser ce débat. Éviter que les uns et les autres instrumentalisent ce débat. Les uns et les autres, c'est-à-dire et les Marocains et les médias ? Et les politiques ? Je pense que les politiques ont une lourde responsabilité là-dedans et les chaînes de télé aussi. Et pourquoi vous parliez de CNews à l'instant ? Parce que je vois bien que ça va être le débat pendant une semaine de les questions d'ordre public éventuelles, etc. Donc attention à ne pas rentrer là-dedans. On est dans une compétition d'abord qui est une compétition sportive. Il y a des équipes qui s'affrontent. C'est une première qu'une équipe africaine arrive à cette qualification de demi-finale en Coupe du Monde. C'est une bonne chose aussi. Et il y aura une compétition et je suis sûr que les choses se passeront bien à l'arrivée. En tout cas, il faut l'espérer et il ne faut pas en faire quelque chose d'autoréalisateur. Emmanuel Macron, il sera dans les tribunes à Doha mercredi pour la demi-finale. Est-ce que c'est sa place, en dépit des appels au boycott du mondial et des accusations de corruption contre le Qatar au Parlement européen ? Vous êtes président du groupe... Alors, il y a 2 sujets. Oui. Il y a 2 sujets. D'abord, est-ce qu'il faut envoyer une représentation diplomatique ? Ça a toujours été un débat. Moi, je pense qu'il faut être binaire dans ces cas-là. C'est-à-dire que s'il y avait boycott à faire, autant ne pas envoyer l'équipe de France jouer la Coupe du Monde. C'est pas ce qui a été choisi. Donc, que notre équipe joue et qu'on boycotte par pas de représentation diplomatique ou du président, je trouve ça un petit peu hypocrite. C'est LFI qui demandait un boycott diplomatique. Très clairement hypocrite à ce moment-là que LFI aille jusqu'au bout de la logique et demander à ce que l'équipe de France ne participe pas à cette compétition mondiale. Mais là, le président vient soutenir l'équipe de France, c'est bien son rôle. Et par ailleurs, j'espère qu'il reviendra pour la finale. Alors,
pourquoi je vous posais cette question, c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment même à Bruxelles. Ces accusations de corruption contre le Qatar avec l'arrestation de 5 personnes, dont la vice-présidente grecque Eva Kaili, du PASOK, du Parti socialiste grec. Est-ce qu'elle n'entache pas un peu plus cette Coupe du Monde au Qatar ? Écoutez, d'abord, il y a l'affaire au Parlement européen et qui, a priori, sont des soupçons très très graves de corruption. On a retrouvé 600 000 euros de. Alors, il y a une enquête en cours, donc je fais toujours très attention. Je fais toujours très attention et je m'applique ce même raisonnement pour toutes les enquêtes en cours. Donc, je fais très attention. Mais néanmoins, si c'est avéré, évidemment, c'est très grave. On pensait cette valse de valises de billets révolus dans le monde politique. A priori, ça ne l'est pas, si c'était avéré. Et donc, il y a toujours des brebis galeuses et il faut pouvoir y répondre. J'ai proposé déjà, au début de mandat, en 2019, la constitution d'une haute autorité... De votre mandat au Parlement européen. Au Parlement européen, une haute autorité de la vie européenne, un peu sur le schéma de la HATP française, qu'on avait. Et a priori, c'est resté lettre morte. Pour l'instant, c'est resté lettre morte. Moi, je vois aussi une fenêtre d'opportunité pour relancer ce sujet de la haute autorité européenne, pour pouvoir contrôler mieux, avoir un peu plus de contrôle, y compris sur le patrimoine et le niveau de vie des parlementaires, ce qui aussi évite ce genre de corruption. Et puis, derrière, évidemment, il y a la capacité pour le Parlement européen de réagir. Je voulais le dire ici à votre antenne aussi, les parlementaires européens, on est les plus transparents. On a un système qui nous mène à avoir beaucoup de lobbyistes, beaucoup d'intérêts constitués, associations, ONG, ambassadeurs, et systématiquement, on les met dans un registre. Systématiquement, on publie les rendez-vous que nous avons. Ça n'a pas été le cas de la vice-présidente grecque ? Alors, je ne sais pas, c'est l'enquête qui le dira si effectivement elle a omis un certain nombre de... Deux, trois questions là-dessus. Elle a omis un certain nombre de précisions, d'indications. Est-ce que c'est suffisant que l'on ait retiré Eva Kaili, donc cette vice-présidente grecque, cette délégation de vice-présidente au Parlement européen, ou faut-il aller plus loin ? Et puis, notamment, quelles investigations faire ? Quelle enquête ? Le Qatar et des dirigeants qataris ont-ils des comptes à rendre ? Bon, d'abord sur le mandat en elle-même. C'est normal, vu les révélations, que la conférence des présidents du Parlement européen décide de retirer très rapidement, son mandat très rapidement. Et par ailleurs, ça en va aussi de l'institution et de la crédibilité de cette institution, du Parlement. Donc ça, c'est une bonne chose. Je voterai pour dès lundi, puisque la présidente du Parlement nous réunit avec les présidents de groupe dès lundi pour traiter cette affaire. Pour ce qui est de son mandat en elle-même, il y a une instruction en cours. Évidemment, si c'est le cas, je pense qu'y compris son parti politique, le PASOK grec, puisqu'elle est grecque, devrait lui demander de démissionner. Vous le demandez ? Moi, je pense qu'à partir du moment où en tout cas, il y a des confirmations dans l'enquête, il va falloir que, évidemment, on en tire les conclusions. Il faut qu'elle puisse... sortir du Parlement européen. Donc, pour éviter d'entacher l'image de l'ensemble des parlementaires européens. Vous souhaitez qu'elle démissionne ? Oui, en tout cas, si c'est avéré et si effectivement l'enquête conclut à une corruption active, évidemment qu'il faut que cette parlementaire ne soit plus parlementaire assez rapidement. Alors, par rapport à l'enquête, ça met en cause le Qatar, les dirigeants qataris. Je suppose que vous considérez qu'ils ont des comptes à rendre ? Effectivement, s'il y a eu de la corruption active avec échange de valises de billets... On parle de 600 000 euros. Pose quand même de nombreuses questions. Et donc, il faudra faire la transparence sur tout ça. Est-ce que c'est lié à l'État même ou à des intérêts constitués privés ? Tout ça, il faudra le démêler et c'est l'enquête de le dire. Mais en tout cas, là, on est sur un sujet qui est très lié en ce moment à l'actualité, en plus avec la Coupe du Monde. Je pense que les conclusions de l'enquête belge nous démontreront si vraiment il y a une... Vous croyez qu'elle ira rapidement, que la police belge pourra rendre ses conclusions rapidement ? Oui, je crois qu'en tout cas, il y a eu flagrant délit. Donc l'immunité parlementaire de la députée n'a pas été soulevée, puisque en cas de flagrant délit, l'immunité parlementaire est dépassée.
D'ailleurs, c'est une bonne chose, ça permet d'aller vite. Il y a eu des arrestations, il y a eu des perquisitions, et maintenant, il y aura les résultats d'une enquête assez rapide. Emmanuel Macron sera au Qatar mercredi. Est-ce qu'il doit en parler avec les dirigeants qataris de cette affaire? Je pense Est-ce que vous souhaitez qu'il en parle? Moi, je pense que il faudra en tirer les conclusions d'une enquête, et donc... il faut pas tout mélanger. Donc, le président de la République, il est là-bas pour soutenir l'équipe de France. Pas pour parler de ça. Et pas pour parler de ça, oui. Nathalie Loiseau, qui a été élue sur votre liste au Parlement européen, affirme avoir été, c'était hier sur France Info, approchée par des lobbyistes qatariens il y a quelques mois, et elle dit « Ils trouvaient que j'étais trop critique sur le Qatar et ils m'ont en quelque sorte menacé de contre-écran sans être plus précis que ça. » D'abord, est-ce que vous étiez au courant de ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? Et encore là-dessus, est-ce que vous demandez des explications aux dirigeants du Qatar? Et vous-même, est-ce que vous avez été approché par des lobbyistes qatariens? Oui, je n'ai pas été approché par des lobbyistes qataris, mais on est systématiquement contacté par des lobbyistes dans notre travail. D'ailleurs, c'est assez normal en réalité d'avoir des contacts avec des groupes d'intérêt, parce que les répercussions d'une législation européenne sur l'Europe et l'ensemble des Européens n'est pas la même en France qu'en Finlande et en Estonie. Donc on est obligé de faire cette démarche. Sur Nathalie Loiseau. Mais sur ce sujet, j'étais pas au courant. Elle vous a pas averti? Non, j'étais pas au courant, mais évidemment que si il y a eu des pressions, elles sont pas acceptables. Elles sont pas acceptables, mais c'est tout? Elles sont pas acceptables, et on verra, y compris l'ensemble des répercussions de l'enquête. Je pense qu'on en reparlera. On en parlera. Et le Qatar, on en parle depuis très longtemps, notamment en France, parce que c'est les liens. C'est pas les liens, c'est le PSG. Le Qatar, c'est le PSG. Et ces faits avérés de corruption au Parlement européen doivent-ils conduire à regarder de près les relations entre le PSG et les politiques ou partis politiques français? Vous savez, je pense que le nom de Rachida Dati est cité en ce qui concerne ses relations professionnelles avec le Qatar, par exemple. Ne parler que d'elle. Mais de manière générale, on parle au Parlement de suspicion de corruption active. Donc, Qatari ou pas Qatari, c'est illégal. C'est illégal, et ça jette l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique et l'institution parlementaire. Donc, évidemment que si c'était avéré, il y a des enseignements à tirer. Mais y compris en France par rapport au PSG? Alors, je sais, il n'y a pas de ramification. Enfin, à ce stade, soyons pas, ne mélangeons pas tout. Donc, il ne faut pas tout mélanger, mais nous avons affaire a priori au Parlement européen à des brebis galeuses. Et il va falloir le traiter. Alors, ce retour des Bleus, on reparle de la Coupe du Monde et ses conséquences. Au premier plan, est-ce que c'est bon pour le moral des Français, Stéphane Séjourné? Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt, c'est pas vraiment le moral au beau fixe. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir ces moments de liesse, ces moments de cohésion, ces moments aussi collectifs. On a vu un peu partout dans les bars, un peu partout en France, des gens se rassembler, discuter, débriefer à la fin. Donc évidemment, c'est des moments de cohésion qui sont importants pour un pays, et en plus avec une équipe de France qui nous donne aussi envie de regarder les matchs d'après. Les matchs d'après, donc demi-finale, finale, si la France est qualifiée. Ça peut être bon aussi pour la Côte d'Emmanuel Macron? Je crois qu'il n'y a pas de corrélation vraiment à faire. On l'a vu déjà, le dernier mondial. C'est toujours bien pour le pays, mais ceux qui pensent en politique qu'un match de foot peut faire l'actualité politique, je pense qu'ils se trompent. Est-ce qu'une éventuelle victoire des Bleus en finale, peut-être même seulement en demi-finale, enfin sa présence en demi-finale, peut aider à faire passer la réforme des retraites? Non, mais je crois qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est pas du tout ni l'objet, ni l'intention. Et par ailleurs, je pense qu'on aura un débat qui sera bien plus long sur la réforme des retraites. On y viendra probablement, mais qui arrivera au mois de janvier, février. Donc le sujet sera probablement derrière nous. C'était pour parler justement de cette réforme des retraites. Qu'y aura-t-il dans la réforme? Quels points seront traités? Et quid des petites retraites, quid de l'emploi des seniors? Allez-y. On est parti sur les retraites. Bon, d'abord, vous dire que on a eu ce débat pendant très longtemps en France. Beaucoup de réformes sont passées, des petites réformes. Depuis très longtemps, ça veut dire que vous faites remonter ça aux années records? Oui, puis 95, etc. Donc on a eu quand même ce débat longuement.
L'élection présidentielle a été l'occasion aussi d'avoir ce débat. Je pense que d'ailleurs ça nous a probablement coûté des parlementaires européens, des parlementaires français, pardon, je suis déjà en 2024, des parlementaires français, et puis ça nous a permis aussi d'avoir un débat sur les options qui étaient envisagées sur la réforme des retraites. Plusieurs options qui étaient envisagées. Il y avait l'option qui était l'augmentation des impôts et donc des cotisations, l'augmentation de la durée de cotisation, ce que nous privilégions, et la baisse des pensions. On a écarté deux options et le président de la République a fait une proposition autour de 65-64 ans pour augmenter l'âge de cotisation, pour équilibrer notre régime des retraites qui est bien particulier. Et donc ce régime des retraites, il s'accompagnera y compris d'avoir une partie sociale avec, vous l'avez évoqué. Alors d'abord, on va rester sur l'âge d'abord. Quelle réforme sur le fond, quelle réforme des retraites, quelle mesure d'âge? Est-ce que c'est toujours 65 ans ou est-ce que c'est 64 ou est-ce que c'est 67 comme l'a proposé Édouard Philippe? Je crois que la présidentielle a été assez claire sur ce sujet. Le président de la République a proposé 65. Donc il faut sortir avec une discussion probablement qui doit être soit avec les partenaires sociaux, soit avec les parlementaires autour de 64 et une augmentation également de l'âge des trimestres, du nombre de trimestres. Donc on verra bien la discussion. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord aller jusqu'au bout de la discussion avec les partenaires sociaux. Olivier Dussopt est en train de mettre le dernier coup de collier pour voir si les choses peuvent être en neutralité, de manière positive, éventuellement, si on a des partenaires sociaux qui veulent bouger. Et puis après, il y aura une deuxième discussion, donc ça, une discussion parlementaire et politique. Jusqu'au 15 décembre, ça, avec les partenaires sociaux. Oui, jusqu'au 15 décembre avec les partenaires sociaux. Puis après, le gouvernement sera amené à faire une proposition avant la fin décembre, qui sera la proposition d'entrée au Parlement. Donc ça veut dire qu'il y aura une discussion après avec les parlementaires, les groupes politiques. C'est-à-dire que le projet que va présenter Elisabeth Borne jeudi n'est pas le projet définitif. Écoutez, en tout cas, un texte parlementaire est un texte qui rentre et un texte qui sort. Et entre le texte qui rentre et le texte qui sort, il y a un droit d'amendement et il y a une négociation politique. Et donc, effectivement, moi, je suis attentif à ça et j'aimerais bien qu'on puisse trouver un point d'atterrissage au Parlement si on ne l'a pas trouvé avec les partenaires sociaux. Alors, sur les partenaires sociaux, est-ce que vous êtes surpris de l'attitude de Laurent Berger qui promet que son syndicat, donc la CFDT, sera dans la rue si le curseur de 65 ans ne bouge pas? Est-ce que ça vous étonne ou pas? Entrons dans la discussion. J'ai envie de lui dire chiche. C'est-à-dire que regardons éventuellement si on peut aller vers... Le président a déjà ouvert la porte. 64, une augmentation de l'âge des trimestres. C'est une négociation qu'on peut avoir avec les partenaires sociaux, qui est ouverte aujourd'hui, qui est ouverte avec les partenaires sociaux. Ça peut être 64 ans, ça peut être d'aller au-delà de ce qui était prévu par les réformes Touraine? Je crois que c'est Olivier Dussopt qui est en train de discuter avec les partenaires sociaux. Moi, je ne veux pas rentrer dans une discussion parallèle et en plus publique, donc je crois qu'ils ont ces contacts-là. Mais cet âge a déjà été ouvert lors de la campagne présidentielle. Le président a déjà fait quelques ouvertures. Il faudra voir si ça marche avec la CFDT, par exemple. Et puis, si ça ne marche pas, en tout cas, il y aura une discussion au Parlement. La droite sénatoriale a, comme chaque année, depuis le début du quinquennat précédent, adopté des mesures d'âge automatiques dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en cas d'absence de compromis justement avec les partenaires sociaux, dont le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Est-ce que logiquement, ça ne devrait justement pas être le point d'arrivée du projet de loi gouvernemental? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Très clairement, ça peut l'être. Mais encore faut-il qu'il puisse y avoir une discussion. Qu'est-ce que vous entendez dire? Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez dire par ça peut l'être? Ça peut l'être parce qu'il y a une Assemblée nationale, un Sénat, il y aura une navette. Je ne connais pas encore aujourd'hui dans quelle configuration seront les oppositions aussi à l'Assemblée nationale. Moi, je crains beaucoup l'obstruction et le manque de débat parlementaire sur ce sujet-là. Donc, on verra dans quel contexte on se retrouve à l'Assemblée nationale et dans quel contexte on arrive à faire des navettes avec le Sénat et on trouve un point d'atterrissage. Mais clairement, ce point-là peut être un point d'atterrissage sur la réforme des retraites au niveau du Parlement, à défaut d'avoir un accord avec les partenaires sociaux d'entrée. Donc 64 ans, l'âge de départ légal à la retraite, ça peut être 64 ans. Je n'hypothèque pas à la fin de la discussion parlementaire, mais je vous dis juste que ça peut être aussi un point d'atterrissage. Alors,
dans ce contexte, il y a les critiques de François Bayrou développées aujourd'hui dans le JDD. Comment vous accueillez ces critiques, ces regrets mis en garde, qui considèrent que les Français, d'abord, n'ont pas été informés? D'abord, je veux dire que la meilleure des pédagogies, je crois, est d'abord le respect aussi de la démocratie. Et on a eu une élection présidentielle, je vous le disais, avec d'ailleurs comme gros point d'attention, gros point de débat, la question de la réforme des retraites. D'ailleurs, ça nous a coûté en termes de parlementaires. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts, pas d'augmentation des cotisations, mais une mesure d'âge qui a été proposée. Et ça, il faut aussi faire encore la pédagogie du mandat qui a été donné par le président de la République. Moi, je rappelle que les parlementaires qui ont été sous l'étiquette Ensemble pour la majorité présidentielle ont signé également l'ensemble des propositions du président de la République et ont fait campagne donc le MoDem dans François Bayrou. Bien sûr, et donc on a collectivement défendu cette proposition et on a fait de la pédagogie, y compris pendant cette élection. Après, il y a un autre volet. Est-ce que ça veut dire que vous ne comprenez pas ces critiques de François Bayrou? Est-ce qu'elles arrivent à contretemps? Non, je dis il y a deux éléments de pédagogie. Le premier, c'est la question de la démocratie et de la représentation parlementaire qui a été élue sur cette proposition. Et puis la deuxième, effectivement, c'est de refaire de la pédagogie sur le besoin de cette réforme. Et là-dessus, François Bayrou a entièrement raison. Il faut montrer que cette réforme est nécessaire. Il a produit des documents avec le plan qui montrent que cette réforme est nécessaire, qu'on en a besoin, qu'on a un déficit structurel de plus de 12 milliards d'euros, 100 milliards si on le cumule jusqu'à 2030. Donc effectivement, cette question doit se poser si on veut avoir des retraites. Et donc, je le dis aussi à vos auditeurs, sans réforme des retraites, on n'arrivera pas à financer l'ensemble des pensions des retraités dans quelques années. Et c'est pourtant le contraire de ce que disent à la fois les syndicats, à la fois la gauche, de LFI au Parti Socialiste, en passant par ELV, et l'extrême droite. Qu'est-ce que vous leur répondez à tous? Et puis, ils vont vous dire aussi, puisque vous lancez un appel à LR, que c'est quelque part une réforme de droite. Non, mais je crois que les chiffres sont têtus. On peut avoir ce débat longuement. On l'a eu pendant l'élection présidentielle. On a essayé de convaincre les Français que cette réforme était nécessaire, souhaitable. Je vous le dis, le gouvernement ne fait pas ça par plaisir. Si on pouvait s'éviter une réforme des retraites, on s'éviterait une réforme des retraites. Et il n'y a pas de dogmatisme dans cette proposition. Au contraire, il y a la volonté de pérenniser un système de solidarité générationnelle où les actifs financent la retraite des retraités. Et donc ce système-là, auquel tout le monde croit, tout le monde défend, il faut pouvoir le pérenniser. Il n'y a pas 36 manières de le pérenniser. Il y a 3 sujets, je l'ai redit, l'augmentation des pensions, la baisse, l'augmentation des impôts, la baisse des pensions ou l'augmentation de l'âge. On a décidé d'avoir une mesure d'âge justement pour des questions de justice. C'est fait, c'est décidé, vous n'irez pas, vous irez jusqu'au bout en ce qui concerne la mesure d'âge. Je crois que c'est nécessaire, tout simplement. Les syndicats, notamment donc la CFDT, la gauche et l'extrême droite, ne veulent pas de cette réforme des retraites et s'y opposeront, y compris dans la rue. Est-ce que vous ne craignez pas un vaste mouvement social à la rentrée de janvier ? Moi, je crois à la responsabilité aussi, à un moment donné, des partenaires sociaux et aussi des Français. Encore une fois, tout va dépendre de la manière dont on arrive à convaincre les uns et les autres. Je pense que le débat parlementaire peut être utile. Et moi, je crois au débat parlementaire. Donc, évidemment, on fera tout pour que il n'y ait pas de contestation radicale. Et puis, mais c'est pas vous qui allez décréter le fait qu'il y ait une contestation ou pas. Si les syndicats et la gauche et l'extrême droite décident d'aller dans la rue, il y aura une contestation. D'accord, mais il y a aussi un débat parlementaire. Et en démocratie, il y a un texte, des députés qui votent et des textes de loi qui sont votés. Il y a eu une négociation avec les partenaires sociaux. Elle a lieu encore là jusqu'au 15. Donc il faudra voir si tout ça peut atterrir avant, moi je l'espère. Débat parlementaire justement, quel véhicule législatif pour faire adopter la réforme ? Un projet de loi traditionnel ou un projet de loi de financement de la sécurité sociale PLFSS rectificatif ? Je crois que derrière... On semble nous dire que ça sera plutôt un PLFSS. Ouais, est-ce que vous confirmez ? Je pense que derrière le véhicule est quand même très accessoire. Non, parce qu'avec un PLFSS, vous avez la possibilité d'utiliser un 49.3. Oui, mais Frédéric Aziza, si on pouvait nous enlever
derrière la possibilité de nous accuser de vouloir faire un 49.3 avec un projet de loi ordinaire, on irait évidemment sur le projet de loi ordinaire. Mais ce n'est pas le cas. Les deux possibilités de véhicules offrent la capacité au gouvernement d'aller sur un 49.3 si jamais il y avait un blocage. Maintenant, je pense qu'il y a une volonté de discuter, il y a une volonté d'aboutir sans 49.3 sur ce texte. Et je crois que la Première ministre l'a redit dans les différentes interviews qu'elle a faites. Le gouvernement est ouvert à la discussion avec les groupes politiques. Et donc, que ça soit un véhicule ou un autre, à la fin, cette accusation des oppositions, on l'aura. À nous de faire aussi en sorte que la discussion parlementaire se fasse et que nous soyons ouverts et que nous montrions que nous souhaitons passer par les voies ordinaires. Vous souhaitez que ça passe par un PLFSS rectificatif? Personne ne souhaite que ça passe par le 49.3. C'est une autre manière de vous répondre. Par un PLFSS rectificatif ou pas? Oui, je pense que les deux objets sont possibles. Mais encore une fois, si derrière votre question, c'est de savoir s'il y aura un 49.3 sur ce texte, le gouvernement ne souhaite pas un 49.3 et souhaite aller vers le débat parlementaire. Et moi, je souhaite que le débat parlementaire se fasse. Débat parlementaire et que ça aille très vite? C'est vrai ou pas? Vous voulez que ça aille vite? Non, parce qu'il y aura besoin de discussion sur ce sujet. Pourquoi aller vite? On a tellement attendu d'avoir une réforme des retraites que ça nécessite bien quelques semaines de discussion parlementaire. Quelques semaines. Et alors, il y a encore, par rapport à cela, une critique de François Bayrou dans le JDD. Il dit que le passage par le PLFSS rendant possible l'usage du 49.3, donc il le critique en disant qu'on ne peut pas entrer dans cette réforme avec l'idée de couper court au débat. Et il ajoute « Les débats dans l'opinion et au Parlement sont nécessaires ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Je suis d'accord avec lui sur la deuxième partie de son intervention, ouais. Mais que le texte ordinaire n'empêchera pas les oppositions, je crois, de nous accuser de vouloir passer au 49.3 parce que le 49.3 est toujours utilisable sur n'importe quel texte et donc le véhicule, peu importe. Le sujet, c'est la volonté du gouvernement d'aller vers une discussion. Oui, parce que vous nous dites que c'est nouveau, hein, vous nous dites le 49.3, il pourra utiliser même avec un projet de loi ordinaire. C'est nos institutions qui le veulent. Mais il ne reste plus qu'une possibilité, donc ce serait celle-là. Oui, mais je vous dis juste que si on pouvait éviter cette accusation d'utiliser le 49.3 avec un des textes, ouais. je veux bien qu'on ait ce débat-là, ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de présomption d'utilisation de 49.3 avec le PLFSSR. Bayrou, il est dans son rôle ou il joue à contre-emploi? Non, je pense qu'il est dans son rôle dans la majorité. Vous savez, le MoDem a toujours été un partenaire... Il vous chagrine pas un peu? Non, le MoDem a toujours été un partenaire ultra loyal depuis 5 ans. C'est très rare d'ailleurs dans un gouvernement d'avoir autant de cohésion entre les partis de la majorité. On voit les difficultés qu'ont eues dans l'histoire des gouvernements en France. Souvent, on part dans un gouvernement très large avec plusieurs partis politiques, puis on finit par un gouvernement très étriqué, souvent dans le noyau dur du président de la République sortant ou en place. C'est pas le cas depuis maintenant 5 ans. On a réussi constamment à élargir la majorité, à développer ce concept de dépassement politique, à avoir des accords, des plus loin accords avec les partis de la majorité. Et donc, je crois qu'il faut continuer comme ça, avec chacun sa spécificité, sa liberté de parole. Et le dépassement politique, c'est pas l'effacement politique. Le dépassement politique, c'est aussi être capable de faire sonner sa sensibilité, mais dans la cohésion. Le dépassement politique peut être aussi du côté du Rassemblement national qui promet une retraite de 60 à 62 ans, c'était une proposition de la gauche, et qui ambitionne de bloquer ce que le parti de Marine Le Pen qualifie de réforme injuste et inutile. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça ne m'inspire rien, puisque vraiment, que ça soit d'ailleurs à gauche ou à l'extrême droite, je suis toujours frappé du manque de constance qu'il y a pu y avoir sur ce sujet-là. À gauche, c'est la gauche socialiste qui a gelé les retraites, qui a fait la réforme Touraine pour augmenter les annuités, qui n'est pas revenu sur la réforme Sarkozy des 62 ans, et qui aujourd'hui défend les 60 ans. À droite et à l'extrême droite, on nous explique qu'il n'y aura pas de problème de financement des retraites contre tous les avis de toutes les agences et de toutes les notes des agences indépendantes sur le financement des retraites.
Donc écoutez, je pense que ça montre uniquement une chose, c'est qu'ils ne sont pas en capacité de gouverner ce pays. En dehors de la mesure d'âge, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Qu'est-ce qu'il y aura comme mesure, on va dire, sociale, qui pourrait, quelque part, satisfaire les syndicats, notamment la CFDT, et pourquoi pas la gauche? Oui, il faut que cette réforme soit aussi l'occasion de donner une retraite minimum. 1200 euros? Oui, c'est 85% du SMIC. Ça nous permet justement d'assurer aux gens qui ont eu des carrières compliquées une retraite minimum. On doit permettre aussi de traiter les carrières longues, ces gens qui ont commencé très tôt. Est-ce que ceux qui ont commencé de travailler très tôt pourront partir à 60 ans? Oui, et puis on déclenchera toujours, les décotes seront toujours les mêmes. En tout cas, il y aura la capacité pour nous d'assurer à la fois un volet social et redistributif de cette réforme, au-delà de la question de l'âge, qui doit nous permettre de sécuriser le modèle auquel on croira tous en France. Pour sécuriser le modèle auquel on croit tous en France, il y a aussi le problème du travail des seniors. Qu'est-ce que vous allez proposer? Alors mécaniquement, quand on allonge l'âge de la durée de cotisation et le départ à la retraite, mécaniquement, on nous dit que ça améliore, y compris l'emploi des seniors. Et donc rien de plus là-dessus? On aura peut-être la capacité d'ouvrir. Moi, je suis très partisan pour qu'on donne la liberté aussi aux seniors de pouvoir travailler. Jusqu'à quel âge? Mais y compris de travailler une fois la retraite liquidée. Oui, justement, au-delà de 67 ans, par exemple. Il y a des gens qui veulent continuer à avoir du travail. Aujourd'hui, c'est très compliqué, puisque le cumul emploi-retraite est très compliqué à faire. Il y a des gens qui veulent aussi s'occuper dans leur vie, avoir un travail, continuer à avoir quelques tâches. Moi, je pense qu'il faut libérer un petit peu tout ça et leur permettre de pouvoir cumuler plus facilement. En cas si la réforme de la retraite ne passe pas, des retraites ne passent pas, est-ce que l'hypothèse d'une dissolution est possible? Est-ce que vous y croyez? Je n'y crois pas, parce que je pense que la réforme des retraites passera. Mais si elle passe pas, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que la dissolution est très hypothétique. En réalité, oui, mais si la réforme ne passe pas, elle est d'abord un pouvoir propre du président de la République. C'est à lui de le décider. Deuxièmement, les contextes aujourd'hui politiques, au-delà de la réforme des retraites, n'est pas du tout une forme de dissolution. Les textes passent, on arrive à avoir un gouvernement qui travaille, et y compris qui est en capacité de faire face aux crises. Mais là, on parle d'une impossibilité de faire passer la réforme des retraites. Mais là, on verra à ce moment-là. Et donc là, ce sera une dissolution. On verra à ce moment-là qu'est-ce qu'on pourra en tirer. Mais moi, je pense qu'elle passera. Je pense que le gouvernement se met dans l'état d'esprit de faire passer cette réforme. Il faut se mettre, y compris dans un contexte de discussion parlementaire et de négociation. Et donc, on verra par la suite. En cas de dissolution, Renaissance est prêt? Oui, après, ça, c'est un autre débat. Mais chaque parti politique, je pense, doit préparer les choses au-delà du contexte politique. Et ça, on l'a dit depuis le début du mandat, majorité relative. Et donc, c'est le rôle des partis politiques de se préparer. Mais ça ne veut pas dire que le contexte d'une dissolution est là. Je fais la part des choses. Autre contexte, le contexte de janvier. On en a parlé il y a quelques minutes. Donc, contexte de janvier, réforme des retraites, débat qui va commencer au Parlement. Et puis, ces possibles coupures d'électricité. Je vous repose la question, est-ce que ce n'est pas la rentrée de tous les dangers? Sur les coupures d'électricité, vous voyez bien que le président a quand même bien refait redescendre la tension. Oui, mais ses ministres avaient dit le contraire auparavant. Oui, je pense que moi je fais, en tout cas, ces mots les miens, parce que Donc on rappelle à nos auditeurs, pas de panique. Pas de panique, voilà, il faut pas. Ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise, mais surtout vous dire que d'abord, c'est le rôle du gouvernement de prévoir toutes les éventualités, et il y a du conjoncturel qu'on ne maîtrise pas. La température, le redémarrage des centrales est à l'œuvre. Centrales nucléaires. On a 3 qui ont redémarré cette semaine. Exactement, cette semaine, donc ça, c'est progressif. Et puis il y a ce qu'on peut nous maîtriser, c'est-à-dire ce qu'on peut faire comme pédagogie sur la sobriété énergétique. Il y a déjà 10% de consommation électrique en moins par rapport aux autres années, c'est-à-dire que les Français et les entreprises font très attention. Et ça, c'est une bonne chose qui peut nous permettre de passer cette crise énergétique. Au-delà de ça,
on a la crise en Ukraine, avec beaucoup de pays autour de nous qui ont été dans l'incapacité de s'approvisionner correctement en gaz. Au niveau européen, on a fait des efforts. On était à 40% dépendant du gaz russe. On est passé de 40% à 9% ces dernières années. On a mis un prix plafond du gaz en Europe. Et on va acheter à 27, comme on a fait pour les vaccins, du gaz en européen. Pas de souci à se faire en janvier. Donc on met à la fois au niveau européen et au niveau national tout en place pour passer cette crise sans coupure de courant. Après, c'est le rôle du gouvernement de se préparer à ça, si jamais il y avait une incapacité à fournir. Et donc il faut séparer les deux, mais je dis à vos auditeurs aussi qu'il faut rentrer dans les schémas de sobriété, télécharger l'application qui a été donnée par ERDF et qui est EcoWatt, qui doit nous permettre aussi de nous alerter quand il y a des pics de tension et donc nous-mêmes de réduire notre consommation. Et peut-être qu'avec des pratiques pour les entreprises et pour les ménages qui sont à la baisse de la consommation, on arrivera à passer le cap. En tout cas, c'est notre pari. Paris, donc réforme des retraites et coupure éventuelle d'électricité, janvier, ça peut être dangereux pour le gouvernement, pour le pouvoir et pour la France. Je viens de vous donner le contexte dans lequel, en tout cas, tout ça arrive gentiment dans une discussion parlementaire d'un côté et dans un passage de la crise de l'autre. Donc moi, j'espère que, en tout cas, nous n'aurons pas de difficultés plus que cela. Dans l'actualité, il y a aussi ce débat autour de la fin de vie. Est-ce qu'il y a une ligne de renaissance à ce sujet ? On va en discuter. En ce qui concerne ce dossier. On va en discuter. Je pense que c'est probable que le parti politique que je préside ait quelques grandes propositions de principe sur cette réforme. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vois bien que le sujet est très lié à l'intime et souvent les gens parlent de ce sujet-là avec des fois une perspective très personnelle d'un vécu, d'un proche ou d'une expérience personnelle. Donc il faut faire très attention sur cette question, mais en tout cas moi je souhaite qu'on puisse améliorer, comme beaucoup de Français, quand on pose la question aux Français, 90% des Français souhaitent qu'on puisse améliorer les conditions de fin de vie et aussi permettre aux gens de décider à un moment donné. Oui, il y a un certain nombre de limites, mais je pense notamment à les questions d'euthanasie qui sont des vrais sujets de bioéthique et éthique en politique. Donc il faudra évaluer ça avec des experts et puis avoir un vrai débat national sur le sujet. Je pense que ça dépasse les camps politiques. Sur la autre sujet qui est lié à la santé, la réincorporation des soignants non vaccinés dans les hôpitaux, est-ce que vous y êtes favorable ? Entièrement défavorable. Entièrement défavorable et ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Je ne comprends pas la position d'ailleurs de LFI et du RN qui se sont mis ensemble sur cette question pour réintroduire au moment où en plus on a une épidémie et que les hôpitaux sont en train de déborder. Moi, qu'ils aillent expliquer aux familles de personnes âgées ou qui ont des comorbidités qui sont en hôpital aujourd'hui, que maintenant il y a des soignants qui sont non vaccinés, qui potentiellement peuvent transmettre le Covid. Moi je trouve que c'est totalement irrationnel et je suis assez sidéré de cette réunion entre RN et LFI sur cette question. Alors quelques questions plus politiciennes on va dire, pour conclure cette émission. Hier, lors du congrès de l'UDI, Hervé Marseille, le président du groupe Union Centriste au Sénat, a été élu président du parti. Est-ce que vous lui tendez la main pour en lui demandant de rejoindre la majorité ? Alors, on doit travailler avec eux, ça c'est une certitude. Avec l'UDI ? Avec l'UDI. J'ai essayé en 2019, au moment de la constitution de la liste aux européennes, de faire le pont, y compris avec l'UDI. Je n'ai pas réussi à l'époque, c'était Jean-Christophe Lagarde qui présidait. Et là, vous pensez que vous pouvez réussir avec Hervé Marseille ? En tout cas, on en discutera, mais je pense que s'il y a une élection sur laquelle on peut se retrouver, par exemple, c'est les européennes. Ah oui, liste commune aux européennes avec l'UDI ? En tout cas, moi, je souhaite qu'on puisse en discuter. Oui. Vous y êtes favorable, en tout cas. Oui. Et vous pensez que ça peut être une réponse favorable de l'autre côté ? Il existe en France un espace central, centre-gauche et de centre-droit, pro-européen, qui doit se
coaliser pour éviter que l'extrême droite arrive en responsabilité au Parlement européen. Alors, autre changement de direction, cette fois-ci à la tête de EELV, où Marine Tondelier a succédé après un vote à Julien Bayou. Vous en attendez quoi, notamment, et très rapidement, en ce qui concerne le projet de loi sur les énergies renouvelables? Si les écologistes sont cohérents, en tout cas, ils doivent voter ce texte. Donc on a besoin de plus d'énergie. Et vous avez besoin d'eux aussi. On va avoir besoin de plus d'énergie en France et on va avoir besoin de plus d'énergie renouvelable et de nucléaire pour assurer le mix énergétique qui nous permet d'aller vers la décarbonation de l'économie à 2050. C'est proche et donc on a besoin d'eux pour voter ce texte, c'est une certitude. Donc un appel à ce qu'ils puissent être cohérents avec eux-mêmes. Et donc ils votent ce texte. Côté LFI, c'est le député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, qui a été désigné coordinateur du parti après le retrait du précédent titulaire du poste, Adrien Quatennens. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que LFI a un problème avec la démocratie. C'est-à-dire qu'il nous donne des leçons systématiques de 6e République, d'organisation démocratique. Ça a été les premiers à remettre en cause d'ailleurs l'élection du président de la République en 2017, rappelez-vous, à remettre systématiquement en cause la légitimité des urnes. Et en même temps, en interne, il y a des désignations. Et donc, ils préfèrent l'avant-garde éclairée au système démocratique. C'est pas. Vous dites que c'est pas un parti démocratique? Je partage pas cette analyse. C'est pas un parti démocratique pour vous? Alors, je vais pas aller jusqu'à là parce que c'est à eux de le qualifier. Et je crois qu'en interne, ça commence à s'élever. En tout cas, mon parti politique élit ses responsables locaux et élit ses responsables nationaux. Voilà. La campagne présidentielle a été marquée aussi par le discours, on va dire révisionniste, d'Éric Zemmour autour de sa thèse démentie par l'histoire sur Pétain, soi-disant sauveur des Juifs français. Zemmour qui a célébré dimanche dernier le premier anniversaire de son parti Reconquête. Est-ce que vous considérez qu'il a instillé un poison durable dans la vie politique et la société française? Durable, j'espère pas. Poison dans l'élection présidentielle, c'est une certitude. Dans l'élection présidentielle, vu le nombre de débats qu'on a eu sur ce sujet-là et comment il a pu, avec la complicité aussi de pas mal de responsables politiques qui l'ont rejoint, de certains médias. Donc oui, il faudra faire attention. J'ai l'impression que aussi son audience a quand même descendu. Et on verra aux européennes ce qu'il fera. Mais on verra effectivement aux européennes. En tout cas, ils nous auront face à eux sur ce sujet-là. D'ailleurs, vous serez candidat tête de liste aux européennes? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, on aura une discussion au parti sur ce sujet. Alors, autre question, 2-3 questions pour conclure. On saura d'ici ce soir qui de Bruno Retailleau ou Éric Ciotti sera le prochain président de LR. Est-ce que vous faites une différence entre les deux candidats? Non, il n'y a pas de différence à faire d'ailleurs, parce que les deux ne veulent pas travailler avec la majorité. La voix qui s'est un peu exprimée chez les LR d'une volonté de coalition avec le gouvernement n'a pas été représentée dans cette élection, ni par M. Pradier, ni par Ciotti, ni par Retailleau. Mais à l'extérieur, par Nicolas Sarkozy. Et en réalité, on a demandé aux Républicains et donc aux adhérents des Républicains de choisir le directeur de campagne de Laurent Wauquiez. Et c'est ce qui est en train d'être fait d'un côté ou de l'autre. Donc, alors, qu'est-ce que vous dites aux autres? Par contre, les autres, ceux qui n'ont pas été représentés dans la ligne constructive et qui veulent faire réussir le mandat et qui veulent faire réussir la France, moi je les appelle à se structurer, à nous rejoindre ou à s'organiser, mais en tout cas à quitter les LR, ça c'est une certitude. À venir vers Renaissance, vers la majorité? Oui, je demande pas à ce que les gens se fondent dans des partis politiques ou rallient, mais on a besoin... Qu'ils fassent le choix d'Éric Woerth, par exemple. On a besoin en France d'une droite républicaine qui est constructive, et je pense qu'il y en a beaucoup chez les Républicains. Et en tout cas, sur les deux prétendants à l'élection, je crois que leur projet politique se tourne plus vers l'extrême droite que vers le centre. Vous pensez qu'il peut y avoir des passerelles entre LR, que ce soit le LR d'Éric Ciotti ou de Bruno Retailleau, entre LR et l'extrême droite? Mais les deux projets politiques se tournent plutôt vers l'extrême droite. Alors, je pense qu'ils pensent eux-mêmes que l'extrême droite peut être le junior partenaire des Républicains. Moi, je pense qu'à la fin, tout ça peut se retourner et que les Républicains peuvent eux-mêmes devenir une force d'appoint de l'extrême droite, malheureusement. Nicolas Sarkozy a appelé à plusieurs reprises Emmanuel Macron à tendre la main aux députés LR, c'est ce que vous faites aujourd'hui, et invite ces derniers à accepter un rapprochement avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon moment? Est-ce que Emmanuel Macron doit aller dans ce sens et comment?
D'abord, le gouvernement travaille bien parce qu'on arrive à faire des accords avec et à droite et à gauche. Vous parliez des ENR. Et donc, on a besoin d'avoir des accords à droite et à gauche en fonction et faire du cas par cas, du texte par texte. Donc, cette démarche continuera et cette démarche doit continuer avec certains parlementaires qui sont proches de Nicolas Sarkozy. Oui. Est-ce juste de dire que l'objectif numéro 1 d'Emmanuel Macron, c'est d'empêcher Marine Le Pen de lui succéder et comment y parvenir ? Ça, d'abord, il faut réussir ce mandat. Et en réussissant ce mandat, je pense qu'on aura la preuve qu'on pourra encore faire confiance à cet espace politique qu'on représente avec diverses forces politiques. On l'a évoqué pendant cette émission. Donc, réussir le mandat, permettre aussi d'être en offensive sur tout ce qu'il raconte. On voit bien qu'il y a un certain nombre de sujets où ils n'aideraient pas les Français s'ils étaient aujourd'hui en responsabilité. C'est-à-dire le Rassemblement National. Le Rassemblement National, je mets aussi LFI dedans, souvent. Donc, bonnet blanc, blanc bonnet, Front National, Rassemblement National, LFI. Non, mais en tout cas, il y a depuis maintenant quelques semaines une espèce de conjonction de forces sur le fond, ce qui est le plus inquiétant, qui m'inquiète un petit peu. Au-delà des motions de censure. Motions de censure et textes, on a bien vu, y compris que les uns et les autres se passaient les temps de parole à l'Assemblée nationale, ce qui était quand même sidérant. Merci en tout cas Stéphane Séjourné d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.